Grand format, une émission culturelle et religieuse. Sécurité ou liberté, quelle est la priorité ? Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand format. Aujourd'hui, de larges extraits d'une conférence enregistrée par Regard Croisé le 4 novembre 2024 et animée par Christophe Perrin, docteur en philosophie. Le thème de son intervention, Sécurité ou liberté, un dilemme cornélien. La recherche de plus de sûreté se paye du sacrifice d'une part de liberté et la volonté de conserver le maximum de liberté amène de son côté à renoncer à certains éléments de sécurité. Tout est alors une question d'arbitrage et de choix politique. Les tensions qui existent entre désir de liberté et désir de sécurité montrent bien qu'il s'agit de deux aspirations que l'on peut qualifier d'à la fois légitimes et difficilement compatibles. Entre les deux, nous sommes souvent contraints de choisir. Nous écoutons. Merci à vous d'être présents. La question est donc posée, sécurité ou liberté. Mais je commencerai quand même par vous lire une fable de La Fontaine, que vous connaissez sans doute. Le loup et le chien. Un loup n'avait que la peau sur les os, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup l'eût fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint, qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, » lui répartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables. Cancres, airs et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ? » ?»« Oh, presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâtons et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien, pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi ? Rien. Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez peut être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours. Mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Nous étions donc dans Le loup et le chien, la 5e fable du premier livre des fameuses fables de La Fontaine, édité en 1668, après le grec Ésope, après le Thrace Phèdre. Jean de La Fontaine confronte donc, vous le voyez, deux animaux aussi proches l'un de l'autre qu'ils sont différents. L'un est sauvage et famélique. Famélique, il n'a que la peau sur les os. L'autre est domestique et rondelet. Le premier, le loup, aspire à la sécurité alimentaire et affective du second, qui d'ailleurs la lui vante, en lui proposant de se mettre au service de son maître humain. Mais en apercevant le cou du second, le chien, marqué par la laisse, qui le prive régulièrement de la plus élémentaire des libertés, celle de mouvement, la liberté de circuler, le loup se ravise et choisit de poursuivre la vie périlleuse qui est la sienne.
à la question classique en philosophie et en sciences politiques de savoir s'il faut préférer la sécurité à la liberté, la morale de cette fable répond donc non seulement par la négative, non, mais encore par le contraire. Mieux vaut être libre, même si exposé à tous les dangers. Mieux vaut être libre qu'esclave, quoique assuré d'un certain confort. Voilà la morale du texte. La morale du texte d'un auteur qui n'a, semble-t-il, lui, guère suivi la morale de son texte. L'écrivain qu'est Jean de La Fontaine n'a-t-il pas personnellement fait le choix inverse ? En acceptant d'abord la protection du surintendant des finances du royaume de France, M. Nicolas Fouquet, qui lui assurait une pension poétique, tout en lui imposant une certaine censure. Puis n'a-t-il pas cherché, La Fontaine, à bénéficier d'un autre mécénat, celui de la duchesse douairière d'Orléans, avant celui de Marguerite de la Sablière. L'homme et son texte. Le texte et l'homme. Notre question se pose donc bien. Faut-il préférer la sécurité à la liberté? En d'autres termes, est-il bon, est-il souhaitable, est-il au fond légitime de sacrifier tout ou partie de nos droits fondamentaux pour jouir d'une situation matérielle et même morale qui nous assure d'être à l'abri de tout danger? De manière plus prosaïque, plus imagée, pensez éventuellement à vos enfants ou petits-enfants quand ils quittent le nid. Doit-on privilégier la prison dorée chez vous? Il y a une prison, il n'arrête pas de vous le dire. Ou bien le frigo vide de son modeste appartement? Liberté ou sécurité? Le problème, on pourrait d'abord penser que la sécurité et la liberté ne font effectivement pas bon ménage. Pour, Armel le disait, des raisons de sécurité, comme on dit aujourd'hui, combien de choses sympathiques nous sont-elles interdites? Conduire torse nu, quand il fait très chaud. Bon, vous allez me dire, on a la clim, d'accord. Combien de nos comportements ordinaires nous sont-ils imposés? Combien de nos données personnelles sont-elles collectées? Entre sécurité et liberté, le choix serait donc nécessaire, inévitable, tant plus l'une est désirée, plus l'autre est sacrifiée. N'en demeure pas moins que la sécurité sans la liberté n'a aucun intérêt. Et la liberté sans sécurité n'a aucune réalité. En effet, à quoi bon ne courir aucun risque si nous ne pouvons rien faire? Pensez à votre petit-fils, tout harnaché qu'il est, avec moult protections, avant de faire du roller pour la première fois. Sauf qu'évidemment, il devient difficile pour lui de lâcher la rampe, parce qu'en fait, il n'a plus vraiment de membres qui répondent. Et que pourrions-nous faire si un rien nous coûtait la vie? Entre sécurité et liberté, le choix serait donc insensé. Tant la sécurité est la condition de possibilité de la liberté, et la liberté est la raison d'être de la sécurité. Ainsi, quelle doit être notre option entre sécurité et liberté? Choisir l'une, mais laquelle? Ou choisir de ne pas le faire? Choisir. Mais comment? Alors bien sûr, on mesure aujourd'hui totalement l'importance de ce problème particulièrement vif au sein de nos sociétés occidentales depuis deux choses. La recrudescence récente en notre sein du terrorisme et bien évidemment la recrudescence de la guerre.
quelques rappels que vous avez tous en tête, mais qui permettent quand même de poser vraiment le contexte et donc de faire sentir l'acuité de la question. Recrudescence récente du terrorisme, islamiste notamment, il n'y a pas que lui quand même, mais islamiste notamment, qui n'a pas encore en tête, parce que toujours sur le cœur, le 11 septembre 2001, aux USA, je rappellerai quand même, 2977 personnes en moins de 2 heures. Qui dit mieux? Le 11 mars 2004 en Espagne, plusieurs explosions de bombes survenues dans des trains de banlieue madrilènes, périssent plus de 200 personnes, sans compter les 1900 et quelques blessés. Évidemment, chez nous, le 7 janvier 2015, l'attaque contre Charlie Hebdo, 8 collaborateurs du journal, en plus de causer la mort de 3 autres personnes. Le 13 novembre 2015, la région parisienne, la salle de spectacle du Bataclan, le Stade de France, certaines terrasses du 11e arrondissement de la capitale, c'est 130 personnes qui trouvent la mort, 430 qui sont hospitalisées. La Belgique, dont on parlait à table tout à l'heure, le 22 mars 2016, 3 attentats suicides, 2 à l'aéroport Bruxelles National. Le 3e, la station de métro Schaerbeek, 35 morts, 340 blessés. Que dire de l'assassinat, presque désormais en chaîne, de nos professeurs, Samuel Paty, avec des démêlés encore aujourd'hui, vous le savez, il y a 3 ans, Dominique Bernard, il y a 1 an. Sans compter bien des meurtres aléatoires, des attaques au couteau, des attaques au marteau. Ce sont bien des vagues d'attentats qui ont fait émerger en effet une peur collective à laquelle la réponse de nos gouvernements a jusqu'ici été une politique sécuritaire. Or, au nom du risque zéro, qui pourtant n'existe pas, alors ce slogan, le risque zéro n'existe pas, c'est un slogan publicitaire qui date des années 90. Or, au nom du risque zéro qui pourtant n'existe pas, bien des mesures, évidemment, ont grignoté depuis lors des droits individuels. Des droits individuels qui, comme le risque zéro qui n'existe pas, semblent aujourd'hui des droits individuels réduits parfois à zéro. Le développement des nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui de localiser quiconque se connecte, quiconque passe dans un endroit coiffé d'une caméra. Je croisais tout à l'heure ligne 4, Montparnasse Bienvenue, et j'étais effectivement effrayé de voir que sur les escalators horizontales, en fait, qui permettent d'aller plus vite, ils étaient désormais coiffés effectivement de 4 belles caméras qu'on ne peut pas ne pas manquer. Quand j'avais dans la tête la même image prise au même endroit, mais dans les années 70, où ces caméras n'existaient pas. Comment ne pas penser au confinement d'hiver, aux restrictions variées dans le cadre des différentes vagues d'état d'urgence décrétées, vous le disiez Armelle tout à l'heure, pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 et dont certaines dispositions sont désormais intégrées dans les lois courantes, sinon de notre pays, du moins d'autres pays. Toutes ces dispositions ayant finalement donné l'impression à certains de nos citoyens, sinon nous-mêmes, que nous sommes désormais priés de vivre dans des sociétés liberticides. Recrudescence donc du terrorisme, recrudescence de la guerre. Le retour de celle-ci sur le sol européen depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, évidemment la nouvelle flambée de violence en Israël depuis le 7 octobre 2023, pousse nos États autant à augmenter les dépenses militaires qu'à transiger avec le droit international pour, au prix de la liberté, défendre la sécurité. Et un chanteur que vous connaissez bien, M. Renaud, pouvait bien, en 1975, se moquer des Français qui, 1 an après les événements de mai 68, 1 an après, reconduisaient le gaullisme dans l'Hexagone en élisant Georges Pompidou, l'ancien Premier ministre du Grand Charles, à 58,2% des voix. Alors je ne vais pas vous sortir ma guitare, mais c'est tout presque, c'est presque. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés
par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Je fais répondre à Renaud Nietzsche, qui effectivement ne s'y trompait pas. Non pas en 1975 en écrivant Hexagone, non, mais en 1881, en écrivant dans un journal qui s'appelle Aurore, je cite, « On adore aujourd'hui la sécurité comme la divinité suprême. » On adore aujourd'hui, 1881, la sécurité comme la divinité suprême. Voilà donc notre problème posé. Faut-il préférer la sécurité à la liberté? Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, de larges extraits d'une conférence donnée le 4 novembre 2024 pour Regards croisés par Christophe Perrin sur la sécurité et la liberté. Alors, cette question, on y répondra, parce qu'il faut toujours répondre quand on pose une vraie question. On y répondra en 3 temps. D'abord, je vous ferai remarquer que cette question, faut-il préférer la sécurité à la liberté, elle comporte un présupposé. On présuppose que dans le couple formé par sécurité et liberté, on présuppose qu'il serait nécessaire d'opter pour l'une d'entre elles. Et justement, on commencera par se demander, mais faut-il effectivement choisir? Deuxième temps, non seulement il y a un présupposé, mais il y a une suggestion. La suggestion voulant que dans le couple formé par sécurité et liberté, liberté et sécurité, il serait nécessaire d'opter, mais d'opter pour la sécurité. Et justement, la question qu'on devra se poser, mais est-il dans ce cas nécessaire de renoncer à la liberté? Et il resterait enfin à nous interroger sur la légitimité de faire le contraire. Ne faudrait-il pas plutôt renoncer à la sécurité au profit de la liberté? Voilà donc pour notre plan. Faut-il choisir entre sécurité et liberté? Faut-il choisir? Voilà notre première partie. Faut-il choisir entre sécurité et liberté? On fera remarquer d'abord, simplement, que, au moins en droit c'est-à-dire en théorie, en principe, au moins en droit, sécurité et liberté ne vont pas l'une sans l'autre. Au moins en droit, en principe, en théorie. Pourquoi? C'est assez facile à comprendre. D'abord, la sécurité offre à la liberté sa condition de possibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans sécurité, la liberté reste purement théorique. Comment, quand on dit une jeune femme, mais comment s'habiller à sa guise si le port de tel ou tel vêtement vous met aussitôt en danger? Sans sécurité, la liberté reste purement théorique. Comment, quand vous êtes croyant, comment vivre votre foi, comment vivre votre foi comme vous l'entendez si vous rendre à votre lieu de culte vous fait prendre tous les risques? Et vous aurez bien remarqué que dans l'opération Sentinelle, on a des militaires devant les églises, les mosquées et les synagogues. On pourrait presque dire par chance, il n'y a pas trop de temples bouddhistes. Autrement, il y en aurait aussi. Deuxièmement, la liberté offre à la sécurité sa raison d'être. Sans liberté, à quoi bon la sécurité? Sans liberté, la sécurité est tout simplement mortifère. À quoi bon vivre dans un État sous parfait contrôle sans y avoir le moindre droit? À quoi bon faire du roller si les protections dont vous vous êtes affublés par peur de chute entravent tous vos mouvements? Pour la personne qui les pense, sécurité et liberté, liberté et sécurité, toutes deux sont interdépendantes. La sécurité donne naissance à la liberté et la liberté donne un sens à la sécurité. Ça, c'est la théorie, me répondra-t-on, le droit. Qu'en est-il du fait? Qu'en est-il de la pratique, de la réalité? Si elles sont interdépendantes en théorie,
Force est de reconnaître que sécurité et liberté, en pratique, jouent souvent l'une contre l'autre. Pourquoi ? D'abord parce que la liberté, elle apporte forcément de l'insécurité. Pourquoi ? Parce qu'elle apporte, la liberté, de l'indétermination. Elle apporte une part irréductible de désordre. Désordre qui peut être aussi bien perturbateur que créateur. Deuxièmement, la sécurité, elle entame la liberté. La sécurité entame la liberté. Pourquoi elle entame la liberté ? Parce que la sécurité, ça entame l'imprévisibilité. Et par conséquent, ça entame la part d'incertitude de tout comportement individuel et collectif. Si vous êtes obligé de montrer votre sac avant d'embarquer dans un avion, il est clair que vous ne pouvez pas faire un petit cadeau aux hôtesses qui vont vous servir. Un seul exemple à méditer pour illustrer ces deux arguments. Sur les 2/3 de son réseau autoroutier, la sécurité routière allemande ne fait que conseiller de circuler à la vitesse maximale de 130 km/h. On dit souvent abusivement qu'il n'y a pas de limitation de vitesse sur les autoroutes en Allemagne. Ce n'est pas tout à fait juste. Il y a des Länder, c'est difficile. Voilà, ça dépend. Bon. Sur 2/3 du réseau autoroutier allemand, il n'y a pas d'interdiction de dépasser telle limite. Il y a une vitesse conseillée, on vous conseille, mais on ne vous interdit pas de rouler au-delà de 130 km/h. Donc vous n'êtes pas interdit de dépasser 130 km sur les 2/3 du réseau. Méfiez-vous si vous allez en Allemagne. Ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit que... Attention, je n'ai pas de sang sur les doigts. Donc, sur les 2/3 du réseau autoroutier allemand, vous pouvez effectivement rouler à plus de 130 km/h. C'est exactement la même chose. Alors, il n'y a pas beaucoup de grands pays dans le monde, je les ai comptés pour vous, ne me remerciez pas. La Corée du Nord, le Népal et la Somalie. 4 pays au monde qui ne fixent aucune limitation à ces voies de communication routière à chaussées séparées. Bon, évidemment, vous allez me dire, il n'est pas sûr qu'en Corée du Nord, au Népal et en Somalie, mais s'étonnera-t-on donc qu'un réseau autoroutier sensiblement égaux, il y a à peu près autant d'autoroutes en Allemagne qu'en France, autant en France qu'en Allemagne, il y ait 11,6% de morts sur la route en Allemagne contre 7,5% en France. Vous voyez bien que pour qui les vies, sécurité et liberté, liberté et sécurité semblent varier en proportion inverse. Plus de sécurité, c'est moins de liberté. Plus de liberté, c'est moins de sécurité. Ça n'est pas le droit, c'est le fait. Ça n'est pas la théorie, c'est la pratique. Alors comment les penser, sécurité et liberté ? Elles sont interdépendantes en théorie, elles sont rétives l'une à l'autre en pratique. Ne pourrait-on pas les considérer finalement comme deux sœurs ? Il n'y a pas de sens à vouloir dissocier le couple formé par sécurité et liberté. Il n'y a pas de sens. Après tout, n'appartiennent-elles pas toutes les deux à la même et grande famille des valeurs ? Mais il y a sans doute un sens, en revanche, en pratique, à introduire entre ces deux sœurs une hiérarchie. La question est donc de savoir à laquelle donner la priorité. Quelle est l'aînée ? Quelle est la cadette ? Et ne me faites pas le coup des sœurs jumelles, parce que forcément, il y en a quand même une plus grande que l'autre, celle qui est sortie en première. Alors, si ce sont des sœurs jumelles, sont-elles des jumelles amies ou ennemies ? Il est intéressant de voir qu'on ne s'est pas du tout privé de les ordonner, sécurité et liberté, c'est-à-dire de leur donner donc un ordre de préséance. Où ? En France. Dans des débats qui ont eu cours à l'Assemblée nationale, il y en a pas mal en ce moment, à l'époque, 1980, autour d'un projet de loi intitulé précisément « Sécurité et liberté ». On était alors sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, le gouvernement était le gouvernement de Raymond Barre, et dans ce gouvernement, vous aviez un ministre de la Justice, un garde des Sceaux qui s'appelait Alain Peyrefitte. Et c'est précisément Alain Peyrefitte qui l'affirme, je cite Alain Peyrefitte, « La sécurité est la première des libertés ». Et Alain Peyrefitte enchaîne. Inversement, il n'y a pas de liberté sans une sécurité qui garantisse qu'on pourra en jouir, à commencer par la liberté de rester en vie.
la liberté de garder son intégrité physique, la liberté d'aller et de venir. Il n'y a aucune contradiction à vouloir renforcer à la fois la sécurité et la liberté. La sécurité sans la liberté, c'est l'oppression. La liberté sans la sécurité, c'est la jungle. Voilà où prend naissance, politiquement parlant, le débat que je vous présente aujourd'hui entre sécurité et liberté. Alors c'est un projet de loi en 1980, je vous l'ai dit, et ce projet de loi, il va être avorté. Mais à la suite d'une promesse de campagne de François Mitterrand, et après un rapport de la commission Léauté, la loi sera en partie abrogée par le premier Premier ministre du nouveau président Mitterrand. Alors le premier Premier ministre de François Mitterrand, si vous vous souvenez, c'est M. Pierre Mauroy, qui en 1981, chose très importante, va renverser la phrase d'Alain Peyrefitte. Je cite Pierre Mauroy. La droite, Alain Peyrefitte, Raymond Barre, Giscard d'Estaing, ok. La droite dit la première liberté, c'est la sécurité. Nous disons au contraire, la première sécurité, c'est la liberté. Bon, alors c'est là qu'il va falloir être un petit peu, si vous devez ne pas dormir à un moment dans la conférence, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc vous avez une main droite, vous avez une main gauche. Sur votre main droite, vous avez Alain Peyrefitte. Sur votre main gauche, vous avez Pierre Mauroy. Je préfère résumer parce que vous allez voir. Ensuite, il n'y a plus qu'une main. On en a une qui est liée aujourd'hui, vraiment. Alors, dans la main droite, Alain Peyrefitte dit la première liberté, c'est la sécurité. C'est important de le dire, parce que justement, c'est la seule main qui nous reste aujourd'hui. La main de gauche, celle où vous avez Pierre Mauroy, c'est la main qui dit la première sécurité, c'est la liberté. Or, la main gauche, elle disparaît. Je vous explique. En 1992, lors de la campagne pour les élections régionales dans la région PACA, une affiche du Front National sur laquelle pose tout sourire Jean-Marie Le Pen, oui, si ça lui arrive de sourire, et qui tient dans ses bras la jeune Marion Maréchal Le Pen. Et oui, c'est elle, sur la photo, bien sûr. Aujourd'hui députée européenne, ex-vice-présidente, évidemment, du parti d'Éric Zemmour, Reconquête. Et bien, en 1992, Jean-Marie Le Pen et cette affiche de campagne rouvrent le débat. Le débat avait eu lieu en 1980. Alain Peyrefitte, la première liberté, main droite, c'est la sécurité. 1981, Pierre Mauroy, la gauche, main gauche, la première sécurité, c'est la liberté. 10 ans plus tard, 11 ans exactement, en 92, cette affiche de campagne qui rouvre le débat, mais pour mieux la clore. Dans la mesure où il n'y a qu'une seule formule, la sécurité, première des libertés. Cette formule va être entérinée. La preuve, 1997, le 25 octobre, le nouveau Premier ministre de Jacques Chirac, obligé de cohabiter, Lionel Jospin, vous l'avez deviné, s'exprime dans un colloque à Villepinte sur le thème, je cite le thème, des villes sûres pour des citoyens libres. En bonne logique, vous avez dissocié votre main droite de votre main gauche, et normalement vous êtes censé mettre Monsieur Jospin sur votre main gauche. Très bien. Ce que fait M. Jospin à ce moment, c'est, au fond, d'acter l'appropriation du vocable sécuritaire par son parti, le Parti socialiste, donc, par la gauche. Je cite M. Jospin. Un citoyen dont la sécurité n'est pas assurée ne peut exercer son droit à la liberté. Le principe républicain de l'égalité entre les citoyens ne peut ignorer ce droit à la sécurité. Et ensuite, Lionel Jospin essaye de trouver un point d'équilibre entre sécurité et liberté. Je cite, « Il n'y a pas de choix entre la liberté et la sécurité. Il n'y a pas de liberté possible sans la sécurité. Un État démocratique ne pourrait accepter que les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité soient attentatoires aux libertés. » Bon, il est sur la main gauche, et vous avez compris qu'en fait, il entérinait la sécurité comme le point d'accord de tous les partis politiques. La sécurité n'a plus de couleur politique. Preuve en est, Jacques Chirac, le 31 décembre 1998, lors de sa présentation des vœux de fin d'année, mes chers compatriotes,
Je vous rappelle que la sécurité est la première des libertés. En 2001, discours au Sénat pour défendre la loi sur la sécurité, prononcé quelques semaines après le 11 septembre 2001. Le ministre de l'Intérieur socialiste du gouvernement Jospin, qui s'appelle Daniel Vaillant, invoque la lutte contre le terrorisme pour raboter les libertés fondamentales. La difficile équation entre sécurité et liberté devient hiérarchique. La garantie de la sécurité conditionne l'exercice de la liberté. Daniel Vaillant écrit, ou plutôt affirme, au Sénat, face aux menaces terroristes, assurer la sécurité des personnes et des biens dans le respect de nos valeurs ne peut être attentatoire à la liberté et à nos libertés. C'est au contraire la condition de leur sauvegarde. 2002, ministre de l'Intérieur du second gouvernement Raffarin, monsieur Nicolas Sarkozy. On est dans un débat sur la loi d'orientation pour la sécurité intérieure. Il entend faire face aux 4 millions de crimes et délits, auxquels fait face la France. Dans sa présentation en Conseil des ministres au mois de juillet, il résume son projet de loi, 2002, la sécurité première des libertés. On est en 2002. C'était ce qui était écrit sur la fiche de campagne en 92 de Jean-Marie Le Pen. Il faut attendre 2004 pour que feu, et c'est vraiment à regretter, le sénateur Robert Badinter précise avec justesse que, je cite, « Dans le discours politique actuel, 2004, le terme de sécurité est magnifié. On proclame que c'est la première des libertés. On entretient ainsi la confusion. Car ce qui est consacré dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est la sûreté, c'est-à-dire l'assurance pour le citoyen que le pouvoir de l'État ne s'exercera pas sur lui de façon arbitraire et excessive. Le droit à la sûreté, c'est la garantie des libertés individuelles du citoyen. » Voilà un homme qui remet un peu de clarté dans un débat totalement confus. M. Badinter a effectivement parfaitement raison. Sur l'exemple anglais, qui remonte à loin, c'est-à-dire qui remonte déjà à la Grande Charte de 1215. Grande Charte de 1215 en Angleterre, sur laquelle s'est développée la notion d'habeas corpus, tu as un corps, et comme tu as un corps, tu as le droit de tout faire pour le protéger. Les articles 2 et les articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 assurent le citoyen d'un droit à la sûreté, pas à la sécurité, à la sûreté, c'est-à-dire que ces articles garantissent aux citoyens de pouvoir faire le nécessaire afin d'être préservés aux arrestations injustes et aux emprisonnements injustifiés. On dit bien sûreté et non pas sécurité. Il n'est pas question, dans la Déclaration des droits de l'homme, il n'est pas question de garantir tout le monde de tout et de n'importe quoi. Il n'est pas question de vous garantir contre les risques d'inondation et contre les dangers de l'amiante, contre les maladies sexuellement transmissibles et contre les accidents de voiture. Non. Il est question de protéger tout un chacun des abus de pouvoir, du pouvoir en place. Sûreté. On comprend donc entre votre main droite et votre main gauche, Alain Peyrefitte et Pierre Mauroy, c'est Pierre Mauroy qui est le plus fidèle à l'esprit des révolutionnaires français. Révolutionnaires français qui s'inscrivent dans la droite ligne, plutôt dans la gauche ligne, parce que là c'est plutôt de gauche que de droite, de Montesquieu, dans l'esprit des lois, ou encore de Rousseau dans du contrat social, qui justement, Montesquieu, Rousseau, parlent, ou plutôt ne parlent pas le moins du monde de sécurité, mais parlent de sûreté. Mais rien n'y fait. En dépit de la mise au point de Robert Badinter en 2004, le maire de Nice, un certain Christian Estrosi, brouille à nouveau les cartes en 2013, en évoquant, je cite,
La révolution de 1789, celle des droits de l'homme et du citoyen qui consacre la sécurité comme la première des libertés. C'est faux. En 2015, une nouvelle affiche du Front National recycle la formule de 92. La même année, sous la présidence de François Hollande, le Premier ministre Manuel Valls, main droite, main gauche, on n'en a plus beaucoup, des mains gauches, enfonce le clou devant l'Assemblée nationale. Je cite Manuel Valls, « La sécurité est la première des libertés ». Même son de cloche dans la bouche du désormais ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, après les attentats qui endeuillent la France, évoquant des mesures aussi radicales que la déchéance de nationalité ou la création d'un crime d'indignité nationale. Nicolas Sarkozy assure à l'occasion d'une interview donnée au Journal du Dimanche que, je cite, « Notre niveau de protection face au terrorisme doit être élevé, non pas d'un cran, mais de plusieurs. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté. » L'idée est donc totalement ancrée dans les esprits. Le droit à la sécurité ne préempte pas simplement sur les autres libertés, il devient la condition sine qua non de l'exercice démocratique. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, de larges extraits d'une conférence donnée le 4 novembre 2024 pour Regard Croisé par Christophe Perrin sur la sécurité et la liberté. Qu'à cela ne tienne, pour qui a compris que la sécurité n'est pas la sûreté, et pour qui a compris que si l'homme a le droit, en tant que citoyen, à la sûreté de la part de l'État, qui est le sien, mais que rien, ni personne ne peut lui assurer la sécurité. Parce qu'effectivement, rien ni personne ne peut nous assurer la sécurité qui est d'abord un état d'esprit. Et il faut y insister. La sécurité, elle est subjective. La sécurité, c'est une impression, c'est un sentiment. Elle consiste en une tranquillité de l'âme, bien ou mal fondée, le sentiment que l'on est à l'abri de tout danger. Allez demander aux Espagnols s'ils n'avaient pas le sentiment d'être en sécurité en montant au premier étage de leur maison, quand l'eau est montée tellement vite qu'elle a fini par expulser des personnes au deuxième étage par la fenêtre. Ils avaient le sentiment d'être en sécurité. La sécurité, elle est subjective. La sûreté, elle est objective. La sûreté, elle consiste en la situation de celui qui ne court aucun risque. Et on l'aura compris, aucun risque, vous ne courez aucun risque politiquement. Il est en ce sens totalement aberrant que ce qui est l'affaire de chacun, la sécurité, un sentiment, donc c'est l'affaire de chacun. Votre sentiment de sécurité n'est pas nécessairement le même que le mien. Il est en ce sens aberrant que votre sentiment de ce qui est l'affaire de chacun, la sécurité, soit devenu l'affaire de tous. Pire, soit devenu l'affaire de l'État. Il est donc évident que plutôt que d'ordonner sécurité et liberté, il faut les coordonner. La liberté sans la sécurité est vide, la sécurité sans la liberté est aveugle. Malheureusement, il n'y a, bien sûr, rien de moins simple en réalité. Faut-il choisir entre sécurité et liberté? C'était ma première question. La réponse est non. Deuxième question. Faut-il renoncer à la liberté au profit de la sécurité? On pourra d'abord faire valoir, évidemment, qu'il y a là, bien sûr, une question de sacrifice. Opter pour la sécurité implique, bien sûr, de sacrifier sa liberté, du moins une part de la liberté que l'on a. Alors, bien des exemples historiques en attestent, je vais en choisir deux en France. Le premier consiste en la mise en place de la protection sociale, par un État désormais dit de Providence en 1945. État donc qui garantit un système de santé autant que des indemnités chômage, il faut le dire, et diverses allocations. Cette mise en place a occasionné, vous le savez bien, évidemment, un prélèvement obligatoire de cotisation précisément dite sociale. Ainsi,
les salaires et les autres revenus d'activité en ont été depuis diminués d'autant, privant leurs bénéficiaires, les bénéficiaires de ces salaires, de la liberté d'user de ces sommes à leur guise. Pour un peu de sécurité sociale, vous avez moins de liberté financière. Deuxième exemple, qui reprend celui que j'énonçais tout à l'heure avec la comparaison entre l'Allemagne et la France, la lutte contre la mortalité sur les routes du pays. Sujet toujours très viscéral chez les Français. Cette lutte contre la mortalité, elle a quand même vu le nombre de morts annuels passer de 15 000 au milieu des années 70, à 3 000 au milieu des années... au début des années 2020. 15 000, 3 000. Et on pense que c'est trop. Je ne dis pas le contraire. Mais vous aurez compris que cette réduction, c'est drastique, elle n'a pu être menée qu'au prix d'une très forte restriction des libertés laissées aux conducteurs. Révision du véhicule obligatoire, port de la ceinture obligatoire, limitation toujours plus importante de la vitesse de son véhicule, modération toujours plus forte de la consommation d'alcool, on arrête de fumer du cannabis, etc., etc. Oh, c'était mieux avant, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Donc, on comprend bien l'idée de sacrifice. Un sacrifice nécessaire. Mais en même temps, un sacrifice utile. La sécurité a, dans bien des domaines, bien des vertus. Elle permet le développement économique, elle favorise le commerce, les investissements, elle permet le développement personnel aussi, en favorisant le loisir, le bien-être. Qui dit sécurité dit prospérité. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Louis-Napoléon Bonaparte, en 1843, dans son analyse de la question des sucres. Je cite Louis-Napoléon Bonaparte, « Sans sécurité pour l'avenir, point de prospérité ». La démonstration en est faite en France à chaque nouveau cycle d'émeutes urbaines. Émeutes urbaines que l'État tente toujours, autant que les dealers qu'il pourchasse, d'enrayer au plus vite. C'est que selon les estimations actuelles, 250 000 personnes en France vivraient dans l'hexagone du trafic de drogue. Cette économie souterraine étant régie par des lois internes, évidemment, tenant sous perfusion un certain nombre de quartiers. Or, en cas de trouble à l'ordre public, sinon en cas d'embrasement généralisé des quartiers, l'intérêt des trafiquants rejoint bien sûr celui des services publics. La pression policière empêchant le bon écoulement des produits stupéfiants, alors que les stocks sont pleins, il faut bien sûr que le retour au calme s'opère le plus rapidement possible pour que les points de deal retrouvent leur activité et donc leurs bénéfices. Un sacrifice nécessaire, un sacrifice utile et un sacrifice insensé. La sécurité a bien sûr ses adeptes, toujours plus nombreux, quand on constate qu'elle apporte le confort matériel. D'où la surenchère toujours possible. Si la sécurité apporte la prospérité, toujours plus de sécurité égale toujours plus de confort. D'où le cercle vicieux qui s'ensuit. Invoquer toujours plus la sécurité, c'est évoquer toujours plus l'insécurité. Et évoquer toujours plus l'insécurité, c'est invoquer toujours plus la sécurité. Tandis que le contrôle de nos libertés, et par là même leur diminution au nom de la sécurité, mène doucement, mais sûrement, à leur pure et simple suppression. Il faut bien comprendre ce point. Aussi étrange que cela puisse paraître, rien ne provoque plus l'insécurité que la sécurité, qui ne s'oppose pas. Sécurité qui ne s'oppose pas à la liberté. Sécurité qui s'oppose à elle-même. Le plus grand danger pour la sécurité, c'est la sécurité elle-même. C'est la sécurité elle-même. Il n'y a pas besoin de vous expliquer les rouages de certaines chaînes de télévision qui ne cessent de vous montrer l'insécurité grandissante en France avant de faire effectivement témoigner des gens qui appellent à plus de sécurité. Et comme ils appellent à plus de sécurité, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'insécurité. Et comme il y a vraiment beaucoup d'insécurité, il faut vraiment beaucoup plus de sécurité, etc., etc. N'est-ce pas là une raison suffisante pour se demander si plutôt que de préférer la sécurité à la liberté,
il ne serait pas au contraire nécessaire, car salutaire, de faire le contraire? Ne faut-il pas, au contraire, renoncer à la sécurité au profit de la liberté? Sécurité dont je rappelle, encore une fois, qu'elle n'est qu'un sentiment. Alors essayons de voir, c'est le troisième et dernier point, si préférer la sécurité à la liberté, c'est évidemment se sacrifier, accepter un sacrifice que l'on juge nécessaire, accepter un sacrifice que l'on estime utile, mais finalement accomplir un sacrifice qui s'avère insensé, puisqu'il réclame toujours davantage de sacrifices, jusqu'à purement et simplement la tête même de nos libertés. Essayons donc de voir le contraire. Ne faut-il pas renoncer à la sécurité au profit de la liberté? Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Ça pourrait d'abord vouloir effectivement acter d'un risque calculé. Opter pour la liberté implique bien sûr de risquer sa sécurité. Opter pour la liberté peut aussi se faire avec un peu de bon sens. Opter pour la liberté, c'est bien sûr risquer sa sécurité, on a compris, mais enfin, c'est pas y aller tête baissée. Opter pour la liberté peut se faire en prévenant le danger. Tous les exemples de résistants à l'oppression en attestent. C'était dangereux de s'appeler Jean Moulin et de faire ce que fait un Jean Moulin. Tous les exemples de résistants à l'oppression en attestent. J'en choisirai un seul. En Inde, Gandhi. Gandhi n'a-t-il pas mené son pays à l'indépendance d'avec la couronne britannique en 1947 sans aucunement recourir à la violence? Gandhi, inspirant d'ailleurs Martin Luther King, etc. N'a-t-il pas inventé, Gandhi, pour ce faire, dès 1921, une forme d'action fondée sur la résistance passive, sur la force des symboles et sur, tiens, l'exemplarité des leaders? Alors on me dira, oui, d'accord, enfin bon, on sait très bien. Gandhi a été tué le 30 janvier 1948. Oui, c'est vrai, bien sûr. Il l'a été par un compatriote, un Indien, pas un Anglais, ou un Britannique, un Indien, nationaliste, qui lui reprochait non pas la nouvelle liberté de l'Inde, non, mais la partition de l'Inde avec le Pakistan. Il y a en réalité bien des façons de défendre sa liberté contre un pouvoir supérieur tenu pour arbitraire. Il y a des méthodes dures, il y a des méthodes douces. Les méthodes dures, il y a les émeutes, qui peuvent devenir des révoltes, qui peuvent devenir des insurrections, qui peuvent devenir des révolutions. Ok. Mais il y a aussi des méthodes douces. Il y a l'objection de conscience, il y a la désobéissance civile, il y a la grève de la faim, il y a la grève du sexe. Alors excusez-moi, mais si vous voulez du dur, là, c'est du doux, vous aurez compris, mais qui est du dur. Je vous rappelle que le plus ancien exemple est littéraire de la grève du sexe. Il est offert par Aristophane dans une comédie tout à fait sympathique qui s'appelle Lysistrata, pièce dans laquelle Lysistrata, personnage éponyme, donc intime aux femmes, de se refuser à leur mari pour mettre fin à la guerre qui oppose Sparte. Ça n'a pas traîné. Un risque donc calculé, un risque utile. On a dit que la sécurité avait des vertus, à savoir la prospérité, le confort. La liberté aussi, on a des vertus, puis pas qu'une. La liberté, elle permet à l'être humain, plus encore que se sentir vivre, de ne pas simplement le faire vivre comme un être vivant, comme un chien, dans la fable de toute fleur. La liberté, elle permet à l'être humain de se sentir vivre d'une vie humaine, c'est-à-dire de faire plus que vivre, de vivre sa vie. Vivre, l'homme ne fait pas que vivre. Un poisson, sa vie. Un chien, sa vie. Une girafe, sa vie. Un être humain, sa vie, sa vie. Donc ça l'a choisi. Parce que même quand on l'a choisi pour lui, on ne peut pas l'empêcher de la vivre à sa place.
Donc la liberté, ça a quand même cette grande vertu de permettre à l'être humain, plus que de vivre, ce qu'on appellera en philosophie, plus que vivre, exister. Exister, vivre sa vie. Et vivre sa vie dans l'espérance du bonheur et surtout dans, on l'espère, le respect de la dignité. N'est-ce pas le sens des lignes mêmes de Rousseau dans le contrat social, souvent cité, Rousseau qui observe que on peut bien sûr librement renoncer à sa liberté, on peut bien sûr de soi-même se faire esclave. Mais Rousseau précisant que, je cite, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. On peut, bien sûr, se faire le chien de quelqu'un. Mais renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Un risque calculé, un risque utile, un risque nécessaire. La liberté mérite toujours d'être défendue, à tout prix, fût-ce celui de la sécurité. Aucun homme privé de liberté n'en doutera. Il en résulte que la question de savoir qui de la sécurité et de la liberté est à préférer ne se pose, cette question ne se pose qu'à des êtres libres, nous, presque désœuvrés d'ailleurs, tellement on est libre. Elle ne se pose qu'à des êtres libres dont la liberté n'a pas été spoliée, dont elle n'a pas été confisquée. Mais la question se transforme. Du coup, si la question de savoir quoi préférer, effectivement, n'est qu'une question d'hommes oisifs, libres précisément, qui jouissent de la liberté, la question se transforme. Auquel de nos libertés sommes-nous prêts ou serions-nous prêts à renoncer? Nous qui, pour l'instant, sommes et vivons libres. Auquel de nos libertés serions-nous prêts à renoncer pour plus de sécurité? Alors chacun choisira. Vous acceptez d'ouvrir votre sac pour pouvoir vous rendre aux États-Unis, aller visiter votre fils. Bon. Vous acceptez la fouille, même anale, qu'on vous propose, enfin, qu'on vous impose, pardon, pour pouvoir justement aller retrouver donc votre enfant. Ok, pas de problème, vous acceptez. Ou pas, vous êtes libre, justement. Chacun mettra curseur où il l'entend. Mais à la question auquel de nos libertés sommes-nous prêts à renoncer pour être plus en sécurité, il est impératif de comprendre que la seule mauvaise réponse est celle-ci. Renoncer à la liberté d'arbitrer les mesures destinées à assurer notre sécurité. Nous ne devons jamais renoncer à la liberté d'arbitrer, de juger. Que dire donc pour conclure? Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés où les crises se succèdent. Économiques, financières, c'est pas tout à fait la même chose, militaires, sanitaires, institutionnelles, écologiques, bien sûr. Dans des sociétés où les crises se succèdent et où, finalement, ces crises font jouer à nos politiques cette petite musique que nous aimons entendre. La petite musique est la suivante. Laissez la police faire son travail, laissez les députés voter des lois, faites confiance à la ligne que nous avons choisie et qui vous assure de dormir tranquille, le ventre garni, le salaire quand même payé quoi qu'il en coûte, et la Wi-Fi à tout va. Tout le reste est fantasme et littérature. La vraie liberté commence avec l'ordre public. Au regard du souci de l'utile, tout le reste devient futile. Voilà globalement la petite musique qui est jouée, et qui est jouée par des gens que nous élisons, c'est-à-dire qui est jouée par nous. Trop facile de mettre la faute sur les politiques. Ainsi, nous pourrons réduire la tension entre sécurité et liberté par absorption de la liberté par la première. La sécurité, aujourd'hui, devient l'unique étalon de mesure de la liberté. Aujourd'hui, c'est un fait, c'est à cette aune, la sécurité, que s'apprécie ce qui est juste, au mépris de toute autre considération. La manière de faire importe peu. Seul le résultat compte. Cette tendance n'est pas nouvelle. Rappelez-vous de Nietzsche tout à l'heure, le grand moustachu, 1881, et on adore aujourd'hui la sécurité comme la divinité suprême. Cette tendance n'est pas nouvelle. Au
au XXIe siècle. Cette tendance n'est pas nouvelle, 1881 pour Nietzsche tout à l'heure, le XXe siècle est plein d'exemples. N'a-t-elle pas engendré au XXe siècle cette tendance des régimes justement totalitaires ? Les Italiens, les Allemands, les Russes n'ont-ils pas sacrifié leur liberté ordinaire à la prétendue vraie liberté dont se réclamait le nouvel ordre fasciste ou nazi ou soviétique ? Dans son roman de 1963, qui s'appelle « Tout passe », histoire d'un homme qui retrouve les siens après un séjour de 30 ans dans un camp sibérien. L'écrivain russe d'origine ukrainienne, Vassili Grossman, communiste convaincu jusqu'à la Seconde Guerre, qui dénonce ensuite inlassablement le système de surveillance et de délation implacable mis en place en Union soviétique. Dans son roman « Tout passe », Vassili Grossman insiste sur l'impasse inéluctable à laquelle mène un semblable déséquilibre. Quelqu'un le dit, peut-être plus proche de nous que Vassili Grossman, Jean Dutour, qui était académicien français, il le dit dans le deuxième roman qu'on lui doit, 1947, un livre qui s'appelle « Le déjeuner du lundi ». C'est dans la libre préférence du danger à la sécurité qu'on reconnaît les âmes nobles. Alors pour nous qui n'en sommes pas encore tout à fait à devoir accomplir un tel sacrifice, nous, en tant que Français, intégrés dans l'OTAN avec l'arme atomique, en dépit des menaces qui viennent de l'Est, il ne s'agit guère plus que d'une affaire de tact. Quand il y a état de droit, c'est-à-dire quand il y a état dans lequel les libertés du citoyen l'emportent sur le pouvoir politique, pour le meilleur et pour le pire, tout n'est qu'affaire de compromis entre deux exigences également impératives. Tout n'est qu'affaire de compromis entre deux exigences également impératives, en deçà duquel le risque croît de perdre la démocratie elle-même sous prétexte de la gagner. Bref, harmoniser liberté et sécurité est une question de sang-froid. Seul le sang-froid permettant de ne pas céder au vertige de quelque peur que ce soit. Vous venez d'entendre de larges extraits d'une conférence donnée le 4 novembre 2024 pour Regards croisés par Christophe Perrin et qui a pour thème « Sécurité ou liberté, un dilemme cornélien ». Christophe Perrin est docteur en philosophie, collaborateur scientifique de l'Université catholique de Louvain. Il est l'auteur de nombreux articles et de plusieurs livres, dont « Entendre la métaphysique », qui a obtenu le prix Ducluo de l'Académie royale de Belgique en 2013. Vous pouvez réécouter cette conférence en podcast sur radiofidélité.fr et vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.